On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission aujourd'hui entièrement dédiée au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour deux raisons. D'abord, on va faire le bilan le rapport 2018, baisse de la criminalité. Par contre, augmentation des accidents et des contraventions. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, on va aborder le sujet des fausses alarmes. Il y a des milliers de fausses alarmes par année. Ça dérange des policiers, ils perdent beaucoup de temps. Et là, on vient un peu d'augmenter les pénalités, donc les amendes, également le nombre d'alarmes avant d'avoir bien sûr une contravention. Bref, on fait le tour de la question avec l'état-major de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un sujet qui touche beaucoup les gens, celui des fausses alarmes. Vous savez, plusieurs maisons aujourd'hui sont équipées de systèmes d'alarme. Évidemment, la vaste majorité des entreprises également ont des systèmes d'alarme. Et qui, un jour, n'a pas eu une alarme ou une fausse alarme, ce qui a fait en sorte que les policiers ont dû se déplacer, malheureusement, pour rien. Ça devient un problème visiblement qui a été adressé. On va en discuter, mais on va aussi faire un peu plus tard dans cette entrevue le bilan de l'année 2018 au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Trois invités pour en parler. D'abord, le directeur André Fortier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Accompagné de Julie Marialang, qui est inspecteur à la protection du citoyen à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même que l'inspecteur René Beauchemin, qui s'occupe du volet enquête criminelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est drôle parce que c'est un sujet qui me touche dans la mesure où, dans mes nouvelles fonctions, pas celle d'animateur à la télé, mais celle de directeur général de deux stations de radio, l'une à Saint-Jean, l'autre à Saint-Hyacinthe. Je suis maintenant, moi, confronté à recevoir de façon occasionnelle les appels de ma centrale d'alarme. Oui. La centrale m'appelle le jour, le soir, souvent la nuit. On a une détection, la porte avant, la porte de côté, la vitre est brisée. Et là, la grande question que je me pose, c'est est-ce que je dis à ma centrale d'envoyer les policiers ou non? La vaste majorité du temps, je sais qu'un employé est probablement rentré, donc je réussis à régler le problème. Mais je me suis rendu compte d'une chose cette année, c'est que, je prends l'exemple de Saint-Jean et Saint-Hyacinthe, Saint-Jean n'est vraiment pas sévère. Même si on vient de durcir le règlement, il n'est pas très sévère. Pas du tout. Pas du tout. On a fait même une vérification des modes de fonctionnement entre les différents services de police pour les villes comparables. Et on a voulu capitaliser davantage. Oui, on a resserré les règles, mais la position vient du fait que depuis quelques années, et c'est une situation problématique importante, je vous dirais que en 2018, 2235 appels, seulement 18 appels étaient fondés. Donc, Saint-Jean, non, n'est pas sévère. On a augmenté pour sensibiliser davantage. Il y a toute une médiation et une sensibilisation, mais on veut d'abord et avant tout travailler en étroite collaboration avec les gens. Parce que là, on va augmenter donc le coût des contraventions, mais en même temps, la contravention, elle arrive, cette fois-ci, à la troisième offense. Exact. Mais dans l'ancien règlement, c'était la quatrième offense. Exact. Je fais encore du pouce sur l'exemple que j'ai amené en introduction parce qu'à Saint-Hyacinthe, j'ai eu un cas un soir où je ne savais pas qui était dans le bâtiment. J'ai envoyé la police. Finalement, c'était une fausse alerte. Et le lendemain, j'ai reçu une amende de 250 $. Et là, je me suis mis à chercher pour finalement comprendre que dans cette ville-là, première offense, une amende. C'est ça. Et là, chez nous, on passe de 4 à 3. Ça reste quand même quelque chose d'assez... Je vous dirais que dans la majorité des services de police et des municipalités comme la nôtre, il y a un avis et à la deuxième infraction, il y a une contravention. Alors que nous, on préfère capitaliser, travailler avec les gens, sensibiliser davantage les gens, et ce n'est qu'après 3 alarmes. Et quand je parle de sensibilisation puis de contribution, on répond toujours à tous les appels de système d'alarme. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Mais si quelqu'un déclenche son système d'alarme par inadvertance, on veut qu'il nous appelle. De cette façon-là, on va faire des vérifications d'usage. Et après confirmation, on n'enverra pas les policiers, on ne comptabilisera pas et on ne facturera pas. Aussi. On veut vraiment aller chercher la contribution des citoyens et des commerçants. Je reviens sur cette statistique quand même, puis il faut le répéter, vous avez dit tantôt, donc sur 2235 appels de système d'alarme, il y en a 18 qui étaient fondés. Exactement. Madame Lang, pour le policier qui est confronté à ce genre d'appel-là, il doit se dire 9 fois sur 10, évidemment, ça va être une fausse alerte, mais je dois y aller quand même parce que je dois les constater. Mais qu'est-ce que ça représente en perte de temps pour le policier qui doit se déplacer sur une fausse alerte? Bien, à la base, c'est toujours une alarme. L'appel est fondé pour nous.
C'est une fois les vérifications faites que l'on est capable de dire est-ce que c'était une fausse alarme. Donc, après ma barre, le policier ne se dit pas c'est une fausse alarme, c'est une alarme. C'est une alarme. Donc, il se rend sur place, fait le tour de la maison, valide les entrées, les sorties, est-ce qu'il y a des fracas de verre, etc. Et après ça, bien, rejoigne un propriétaire s'il n'y a pas personne sur les lieux. Donc, c'est toujours traité à la base comme quelque chose de fondé. Et oui, il y a 18 à... c'est 0,8 des appels qui sont fondés. Oui, qui sont fondés. Donc, le but, c'est de rapidement rejoindre des citoyens pour justement limiter la présence, le temps que les policiers passent sur place, une fois que la vérification aura été faite. Mais en moyenne, ils vont passer 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes sur cet appel-là? Ça peut être jusqu'à là, et ça dépend même du type de bâtiment. Quand on parle d'une usine, par exemple, pour en avoir fait moi-même de ce type d'appel-là, on va déplacer plusieurs policiers et ça peut prendre jusqu'à 1 heure, faire le tour, sécuriser l'ensemble des portes, l'ensemble des accès et s'assurer que personne n'est à l'intérieur. Et là, l'argument, c'est de dire, bien, pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Exact. Et c'est ça le problème, dans le fond, là. Il y a ça, mais il y a aussi, c'est comme Julie-Maria le mentionnait, pour nous, c'est un appel d'alarme qui est fondé initialement parlant. Donc, il y a un déplacement avec une certaine priorité. Donc, il y a des risques en lien d'accident qui impliquent tant le citoyen que les policiers. Donc, premièrement. Et dans un deuxième temps, c'est exactement ce que vous dites également. Le temps qui est là, il n'est pas ailleurs. Et on sait que les appels peuvent survenir. Donc, à ce moment-là, on travaille vraiment, on veut travailler davantage sur une meilleure utilisation des ressources en allant chercher la collaboration. Je reviens encore, oui, effectivement, le policier, la policière se dit c'est un appel, je dois y répondre. Mais en même temps, si on se dit oui, dans une année, il y en a peut-être 2200, mais si c'était le bon, on ne sait jamais. Donc, ça peut être celui-là. Donc, on n'est jamais... Tout à fait. Il y a toujours un doute, là, j'imagine, dans l'esprit du policier qui intervient sur un site. Clairement. Le policier, il y a toujours une approche sécuritaire des lieux. Il y a toujours un déploiement policier. Donc, comment on va se déployer pour aller faire la vérification? Parce que si on a des voleurs sur place, et ça arrive à l'occasion, donc on veut limiter la fuite. Le but, c'est de les arrêter. Donc, il y a toute une coordination des ressources qui se fait. Et oui, c'est très énergivore quand ça s'avère être une fausse alarme. Et les fausses alarmes, ils sont dus à quoi? Bon, moi, dans mon bâtiment, chez nous, des fois, c'est un employé ou un nouvel employé qui ne se rappelle pas du code. Ça arrive souvent, là. Mais dans les autres cas, je veux dire, c'est quoi les raisons des fausses alertes, fausses alarmes? Il y a différentes raisons qu'on peut classer en 3 grandes catégories. Je dirais, la première, c'est peut-être une méconnaissance d'abord et avant tout de la réglementation, associée à un certain laxisme ou une certaine méconnaissance à ce niveau-là. Et dans d'autres cas, c'est le système qui n'est pas bien paramétré là, pour fonctionner adéquatement. Un système d'alarme qui est installé, dûment installé, ne part pas à tout moment pour différentes raisons. Et si c'est le cas, tu dois le faire vérifier par ta compagnie. Donc, il peut y avoir évidemment un code d'alarme oublié. Ça, c'est une chose. Tout à fait. Les animaux, je présume, parce que moi-même, j'ai déjà eu ça il y a une certaine époque où là, bon, les lecteurs n'étaient pas bien placés, le chien, le chat, bon, pas bref. Bien calibré, Pas bien calibré. Donc, ça aussi, ça peut être une cause de fausse alerte. C'est ça. Puis il y a aussi l'inadvertance et la personne ne communique pas. Alors, donc, tu sais, puis c'est logique aussi que ça arrive là, avec un membre de la famille ou quoi que ce soit. Bon. Là, ce que je comprends aussi, c'est que vous désirez également que les gens se manifestent afin d'actualiser le registre des systèmes d'alarme. Donc, comment ça fonctionne, ça? Les gens peuvent s'enregistrer sur le site de la Ville. Les gens doivent s'enregistrer. Ils doivent, hein? Pas seulement peuvent, doivent. Ils le doivent, hein? C'est une obligation. Avant ça, on était plus permissif. Le policier laissait un document, on faisait un suivi. Là, maintenant, la nouvelle réglementation donne vraiment la responsabilité aux propriétaires. On a avisé aussi les compagnies d'alarme pour que les clients, les futurs clients puissent donner l'information. Donc, le citoyen va sur le site, rentre ses informations, le formulaire est acheminé au service de police et nous, c'est comptabilisé. Donc, si on a une alarme à cette adresse-là, on sait qui rejoindre. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de systèmes d'alarme qui sont non enregistrés sur le territoire? Non enregistrés au service de police? Je suis porté à croire que oui. Beaucoup? En fait, sur Saint-Jean-sur-Richelieu, on a globalement 43 000 logements et on a à peine
depuis 2013, 4200 quelques. Et vous pensez qu'il y en a plus? Je suis porté à croire que oui. Oui. OK. Autant du commercial que du résidentiel? Autant des deux. Et la raison pour laquelle que je vous dis je suis porté à croire que oui, c'est qu'au fil, justement, pour aller chercher la contribution des citoyens, au fil des dernières années, avant d'apporter les dernières modifications, on a même, comme Julie-Maria le disait, lorsque le policier répond et qu'il n'était pas enregistré, on laissait un formulaire pour assurer un suivi au bout de 72 heures et ainsi de suite. Et on fait, de cette méthode-là, on faisait plus d'enregistrement à partir de ce formulaire-là que les citoyens eux-mêmes qui s'enregistraient selon la réglementation municipale. Bon. Je ne sais pas si la règle du 80-20 peut s'appliquer, mais il y a parfois dans tout calcul mathématique ce que j'appelle les grands consommateurs, donc des résidences ou encore des commerçants qui ont 3, 4, 5 ou 5 alertes et plus par année. Ça peut représenter combien de portes ou de systèmes d'alarme? L'exercice, on l'a fait. L'exercice a été fait sur le principe avec justement des grands consommateurs. On a, en 2018, à peu près une douzaine de résidences qui étaient déjà entre 4 et 7 appels de fausses alarmes pour ces résidences-là. Au niveau du commercial, c'est 300 quelques endroits commerciaux, 300 quelques, et on en a un notamment. On a comptabilisé en une seule année 17 fausses alarmes. Et visiblement, les amendes ne les ont pas ralenties ou ils ont pour corriger la situation. Exactement, exactement. Alors donc, mais malgré cela, il y a une modification au règlement municipal qu'on apporte pour sensibiliser davantage, sensibilisation grand public, et ce soir, c'est un des éléments. On a pris la peine d'écrire, le service de police a écrit à chacun de ces grands consommateurs résidentiels, commercial. On a, pour les aviser, la nouvelle réglementation. On a réajusté la communication parce qu'au deuxième appel, on les adresse une communication. On a pris la peine de faire ça. Et on a sollicité nos partenaires en sécurité publique, les compagnies d'alarme, pour dire, quand quelqu'un s'adresse à vous, n'hésitez pas à leur rappeler le règlement municipal. Bon. Donc, quand les policiers débarquent sur une fausse alerte, une fois qu'on détermine que c'est une fausse alerte, qu'est-ce qui se passe ensuite? On remplit de la documentation. Est-ce que les policiers savent déjà si c'est une première, une deuxième ou une troisième? Est-ce qu'ils peuvent émettre immédiatement l'infraction, le constat? Habituellement, les policiers le savent déjà parce qu'on a ce qu'on appelle un système de carte d'appel. Tous les déplacements policiers sont répertoriés selon la nature de l'événement. Donc, déjà, la répartition est capable de dire aux policiers, on est en première, deuxième, troisième, quatrième alarme. Par la suite, le policier, quand les gens ne sont pas sur place, donc souvent, il n'y a personne. Donc, on n'émet pas de contravention sur place. C'est une contravention qui va suivre par courrier. Quand c'est des entreprises, il y a des petites validations à faire pour s'assurer que la contravention est émise au bon défendeur. Donc, ça se fait au poste. Mais la contravention pourrait être mise sur le champ si quelqu'un se présente puis qu'à ce moment-là, on est en infraction. Mais c'est souvent des contraventions qui sont émises par la poste parce que les policiers ne sont pas en présence des propriétaires. Donc, si on résume l'application du nouveau règlement, donc, à l'égard des fausses alarmes, donc là, on passe de la quatrième à la troisième. C'est-à-dire qu'une première offense, ça va, une deuxième offense, ça va, mais troisième offense, à ce moment-là, on reçoit une infraction. Troisième offense, fausse alarme non justifiée. Non justifiée. Constat d'infraction. 100 $ d'amende pour une personne physique, donc c'est principalement du résidentiel? Non, passe, comparativement à l'ancien règlement, on passe de 100 à 200. On a augmenté de 100 $. Exactement. Donc, on passe de 100 à 200 pour une personne physique. Oui. Donc, principalement du résidentiel. Exact. Et on passe de 200 à 400 pour une personne morale, donc une entreprise. Exact. Bon. Et ça, c'est applicable depuis le 29 août dernier. Là. Exact, depuis l'approbation par le règlement, l'approbation du règlement par les membres du conseil municipal. Mais comme on le disait, bon, vous sensibilisez les grands consommateurs, mais également, vous l'avez rappelé tantôt, toute personne qui possède un système d'alarme a l'obligation de l'enregistrer. Exact. Bon, comment on fait ça, Mme Lang, enregistrer un système d'alarme? Sur le site de la Ville, il y a un formulaire pour l'enregistrement du système d'alarme qui est à compléter en ligne, qui est envoyé par la suite au service de police. Donc, en ligne, au poste de police aussi, les gens pourraient se présenter, on peut remettre le document. Il y a des gens qui sont moins informatiques. Donc, les deux options, papier, les gens peuvent imprimer le document à la maison aussi, le compléter, venir nous le porter
s'ils ne sont pas à l'aise de l'envoyer Internet. Et donc, ils ont l'obligation de le déclarer, mais ils ont aussi l'obligation de le mettre à jour. Exactement. Tout à fait. Et ce, peu importe qu'il soit relié ou non à une compagnie d'alarme. Ah oui? L'obligation de s'enregistrer au service de police, c'est vraiment pour avoir les coordonnées du propriétaire et des répondants, au cas où il y a l'alarme, le système d'alarme est déclenché. Mais peu importe qu'il soit relié ou non à un système d'alarme, le propriétaire doit s'enregistrer. Bon. Je sais évidemment qu'on est déjà en septembre, Oui. mais faisons une courte parenthèse pour parler de 2018, parce que c'est toujours intéressant de suivre un peu l'évolution du rapport annuel de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir s'il y a eu une augmentation de ceci ou une baisse de cela. Quand on regarde les chiffres pour 2018, on parle d'une baisse de la criminalité, par contre une hausse des accidents et des contraventions. Donc pour vous, quand quelqu'un vous pose la question, en résumé, 2018, ça ressemblait à quoi chez vous? Vous répondez quoi? Pour moi, c'est une très bonne année, dans le sens où, encore une fois, au niveau de la criminalité, les crimes contre la personne sont des crimes de plus grande importance, donc il y a une baisse de 21 %. Au niveau des crimes contre la propriété, c'est un peu moins, c'est 1 %, mais il y a encore une baisse à ce niveau-là. Donc, et c'est dû principalement par rapport au travail des policiers également. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a de l'intervention et le travail des policiers. Donc, c'est une bonne année. En termes de sécurité routière, il y a un travail colossal qui se fait également parce que c'est une priorité. Alors, on est très satisfait à ce niveau-là. Au niveau des crimes contre la personne, au niveau des voies de fait et des menaces, on n'a jamais vu des taux aussi bas tels qu'il faut remonter en 2005 pour avoir ces taux-là. Inspecteur Beauchemin, comment on peut expliquer cette baisse de la criminalité? Parce qu'on voit que depuis les dernières années, les 5-6 années, en fait, on a 6 baisses consécutives. Là, on atteint vraiment des chiffres intéressants. À quoi pouvons-nous attribuer cette baisse de criminalité depuis quelques années? Comme M. Fortier le mentionnait tout à l'heure, si on parle principalement des crimes contre la personne, effectivement, les patrouilles à pied qui sont faites à l'intérieur du centre-ville, particulièrement par rapport aux établissements licenciés, font en sorte que les voies de fait, les menaces, etc., qui se produisent par les gens, souvent en état d'ébriété aux heures tardives, bien, ça les diminue. Cette présence-là diminue fortement ces voies de fait-là, ainsi que ces menaces-là. Grossièrement, au Canada au complet, il y a eu une baisse de la criminalité aussi pour l'ensemble. C'est pas seulement juste Saint-Jean. Par contre, ici, on est très proactif par rapport à ce qu'on fait à la criminalité. Et en 2018, on a aussi eu le groupe Octo qui a commencé ses interventions à l'intérieur de la ville. Et on met beaucoup l'accent sur le renseignement policier aussi. Bon, parce qu'on se rappelle à une époque peu glorieuse où la sortie des bars n'était pas ce qui était des plus jolis dans le centre-ville. Visiblement, ça s'est replacé, et tant mieux. Il y a une note quand même assez intéressante qu'on voit dans les dernières années aussi, et visiblement, ça aussi, c'est une constante peut-être à la grandeur du Québec, une hausse des plaintes pour des cas d'agression sexuelle. Donc, visiblement, oui, il y a eu le mouvement MeToo et tout ça. Visiblement, les gens dénoncent plus qu'auparavant. Et votre service de police ici à Saint-Jean-sur-Richelieu reçoit plus de plaintes. Effectivement, on ne fait pas exception à la règle. On a plus de plaintes à ce niveau-là. Et aussi, il faut comprendre que ça réveille des fois des souvenirs du passé et que plusieurs personnes viennent au service de police se plaindre pour des événements qui se sont produits, appelons ça historiques, voilà plusieurs années, ces dossiers-là, à cause de la médiatisation des médias sociaux, etc., ainsi que du mouvement MeToo. Parce qu'on voyait donc en 2017 déjà une augmentation de 39 par rapport à l'année précédente, mais même quand on regarde les chiffres de cette année, c'est sensiblement ce que vous aviez reçu également comme 2017. Donc, depuis les 2 dernières années, il y a une constante à l'égard des plaintes en agression sexuelle. Il y a les phénomènes de MeToo, comme René parlait, mais aussi au service de police de Saint-Jean, on s'est donné une priorité. On est en vigie constante sur cette dynamique d'agression sexuelle, parce que maintenant, c'est une grande catégorie. Donc, que ça soit des gens qui sont portés à l'exhibitionnisme ou ces choses-là, on connaît les gens, on connaît ceux qui ont des tendances. Alors, à ce moment-là, il y a une vigie constante à l'année longue. Parce que là même, vous avez aussi des plaintes d'extorsion, de fraude, mais même parfois de sextorsion. Donc, ça aussi, c'est un peu nouveau là, dans le langage. Mais bref, ça fait partie de ce que vous recevez maintenant comme plainte. Ça fait partie du quotidien de la police aujourd'hui à cause, effectivement, de la facilité de transmission de toutes sortes d'images, entre guillemets, de nudité.
étudiants compris à l'intérieur de ça, ça nous amène plus de travail à ce niveau-là. Bon, on a vu évidemment au Québec, au Canada, mais même en Amérique du Nord, chez nous au Québec, le cas de Desjardins, forcément. Et bien sûr, le cas de Capital One tout récemment. En quoi les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont-ils aux prises avec des problèmes de fraude ou de vol d'identification? Est-ce que vous avez beaucoup de cas comme ça dans votre service? En ce qui concerne particulièrement Capital One et Desjardins, on en a, à ma connaissance, on n'en a pas eu ici à Saint-Jean. OK. Et pour le reste, bien évidemment, les gens d'un certain âge, des fois, sont un peu plus touchés. Sur le vol d'identité. Là. Exactement, par le vol d'identité, mais le vol d'identité que j'appelle électronique informatique. C'est pas vraiment physique, ça se passe pas de façon vraiment physique, mais il y a aussi des petites entreprises et des commerces de moins grande envergure qui, on donne nos informations nominatives un peu partout aujourd'hui, et c'est là-dedans qu'on se fait, que quelquefois ces banques de données-là se font ramasser. Je ne sais pas si c'est une bonne statistique, mais visiblement, est-ce que les gens boivent moins en capacité affaiblie qu'auparavant? Qu'est-ce qui fait que, visiblement, les statistiques sont quand même relativement bonnes ou même à la limite un peu à la baisse en termes d'arrestation pour capacité, pour les facultés affaiblies? Comment on peut expliquer ça? Bien, d'abord et avant tout, on ose croire que les campagnes de sensibilisation depuis de nombreuses années portent fruit parce que autrefois, au temps où c'était bien vu d'avoir une consommation en conduite automobile, maintenant, il y a tout un phénomène de conscience sociale, que même il y a une réglementation là, qui se fait à l'intérieur des groupes ou des familles, puis il y a même des chauffeurs désignés. Alors donc, il y a un phénomène là, de prévention qui a porté fruit. Malheureusement, il y en a encore, par contre, là, tout ça. Et nous, on continue quand même nos campagnes de prévention de concert avec la Société de l'assurance, mais les barrages routiers à droite et à gauche, et on informe beaucoup aussi en termes de messages de prévention, de sensibilisation. En terminant, parlons des accidents. Il y a quand même une augmentation des accidents et aussi une augmentation des contraventions. Bon, dans le cas des contraventions, ce que je comprends, c'est que 2017 avait été une année assez creuse en termes, par rapport, disons, à la moyenne des 5 dernières années. Là. Je vous donne tout à fait raison. Bon, et d'ailleurs, j'ai bien aimé la citation qu'on a mise de vous dans l'article du Canada français de Marie-Josée Parent. « Je ne veux pas de trappe à ticket ni de quota, mais toutefois, ce n'est pas normal de passer 7 heures sur la route sans avoir d'infraction. » Exactement. Donc, c'est le message que vous avez passé à vos équipes? Tout à fait. Tout à fait. Pour avoir été policier moi-même d'intervention, alors, je ne veux pas de trappe à ticket parce que je veux qu'on soit honnête et avant même qu'on fasse une intervention, qu'on fasse une opération spécifique, on la communique aux citoyens, mais je veux qu'on soit logique, on veut s'inscrire dans une démarche de compréhension. Mais un policier qui travaille 7 heures ou 8 heures sur la route, ce n'est pas normal qu'il ne voit pas aucune intervention, aucune infraction au code de sécurité routière qui peut mettre la vie des gens en danger. Ça, c'est clair. Mais là, en 2018, donc, évidemment, les contraventions ont augmenté, mais le pourcentage peut paraître important, mais en fait, c'est 2017 qui était un peu anormal. Tout à fait. C'est ce que tout à fait. C'est clair. Bon. Et en termes d'accidents, est-ce qu'il y a encore des sites dans la ville que vous appelez un peu dans votre jargon accidentogènes, là, vraiment des endroits, des intersections qui ont un potentiel d'accident important? Est-ce que ça, on en a encore un peu sur le territoire? Malheureusement, oui. D'ailleurs, c'est un dossier qu'on suit régulièrement. On a identifié chacune des intersections et tronçons de rue même qu'on identifie comme facteurs accidentogènes. On identifie là où on a nos principales les intersections, là où il y a le plus d'accidents, les causes d'accidents également, et inévitablement, on dirige nos policiers aussi à ce niveau-là. En terminant, quel est l'enjeu 2019? Parce que le 2019, on a déjà un 8-9 mois de passé, ou presque. L'année s'achève dans quelques mois, mais pour vous, en terminant, 2019 représente quoi en termes d'enjeux pour le service de police? Toujours en termes de sécurité publique, la sécurité routière est toujours une priorité numéro 1. Il faut continuer d'améliorer notre bilan sécurité, mais il y a tout un concept de remise en question, de révision des processus, nos modes de fonctionnement par les policiers pour être plus efficaces et plus efficients aussi, concrètement en termes opérationnels. Pour donner suite, en 2017-2018, on a fait faire un diagnostic organisationnel. On est dans la mise en place, travail d'équipe avec Julie Maria, les équipes de Julie Maria là-dessus. Pensez-vous que les fausses alarmes vont baisser? On va les suivre de très près. Et Octo également est une des priorités extrêmement importantes pour lutter contre la criminalité émergente
les stupéfiants et contrebande. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Hey François, c'est notre anniversaire cette année. 10e anniversaire de Sport Express Alex. Bonne fête! Ben bonne fête à toi aussi. Et pour partir nos noces de J-Proc, disons ça de même, Renaud Lefort, commissaire Ligue nord-américaine de hockey. Les là. 4 chevaliers. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Jusqu'au 31 octobre, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu inspecte ses bornes fontaines. Il y en a quand même plusieurs à vérifier. C'est sûr que quand ça arrive, ça peut, évidemment, si vous les voyez rôder dans le quartier, ça se peut qu'évidemment la coloration de l'eau change. Il faut simplement laisser couler le robinet un peu plus longtemps. À chaque semaine, on vous présente toujours un résumé des travaux du Conseil de Ville, donc l'émission est de retour. Et cette émission-là également, vous la retrouvez sur notre site Internet. Et ne manquez pas, bien sûr, notre télébingo tous les dimanches matin, 9h30. Il y a toujours une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous, demain.